6 juin 1944 à l'aube. 156 000 hommes s'apprêtent à débarquer sur 5 objectifs de la côte normande. C'est l'opération Overlord. Parmi eux, des combattants dont on oublie souvent la participation active à la libération de l'Europe. Ce sont les 15 000 Canadiens de la 3e division d'infanterie. Ils doivent aborder sur une plage de 8 km de large, nom de code, Juno. Ce que ces hommes ignorent, c'est qu'ils vont débarquer sur l'un des secteurs les mieux défendus du littoral. Les bunkers allemands n'ont été qu'égratignés par les bombardements. La plupart sont quasiment intacts et leurs défenseurs prêts à vendre chèrement leur peau. La moitié des soldats de la première vague n'ira pas plus loin que le sable du rivage. Et pourtant, les Canadiens vont s'accrocher au terrain conquis. Ils vont lutter pied à pied et parvenir à s'emparer de chaque bunker, à faire taire chaque mitrailleuse ennemie. Ceux qui pensaient avoir fait le plus dur sur Juno se trompent lourdement. Le pire est à venir. Dans quelques heures, ils vont devoir faire face à la contre-attaque de la 12e division de Panzer SS, la Hitlerjugend, qui n'a qu'un seul but, rejeter les Alliés à la mer. Les combats vont durer 6 jours et 6 nuits. Ils vont être effroyables. Journaliste et historien, j'ai voulu connaître tous les détails de cette bataille méconnue. J'ai recueilli des témoignages. Au dernier moment, ils se prennent l'assaut des SS sur leur flanc et à découvert dans la plaine. J'ai récolté des indices. Donc tout ça, ça a été trouvé ici dans le champ? Oui, le casque a été trouvé une dizaine de mètres derrière nous. Des passionnés d'histoire vivante ont recréé pour moi les conditions des combats. Sur les lieux mêmes de la bataille, j'ai décrypté l'un des affrontements les plus âpres de la campagne de Normandie. 6 jours en enfer, plongés dans des combats dignes de la Première Guerre mondiale. J'ai voulu rendre hommage à ces soldats canadiens dont l'engagement sans faille a été trop souvent oublié. Ils n'ont jamais lâché prise face à un adversaire aussi redoutable que déterminé. Le 7 juin 1944, au premier matin de cette lutte dantesque, les troupes canadiennes devaient se rendre à l'évidence. Les guerriers fanatisés de la 12e Panzer SS foncent sur eux. La Hitlerjugend contre-attaque. Plage Juno, 6 juin 1944, 7 h du matin. Dans 35 minutes, les soldats de la 3e division d'infanterie canadienne doivent débarquer ici même. Pour le moment, ils attendent au large. Dans leur barge de débarquement, la mer est démontée. Depuis 1 heure, les canons de la flotte alliée pilonnent les fortifications allemandes. En quelques heures, les 156 000 hommes de l'opération Overlord doivent débarquer sur 5 plages distinctes. Les Américains ont pour objectif Utah et Omaha. Les troupes britanniques aborderont Gold et Sword, pendant que les Canadiens s'élanceront sur Juno et plusieurs villages, dont Grès-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer et Bernières-sur-Mer. Ils seront appuyés par les chars Sherman de 2 régiments blindés. Certains de ces engins sont amphibies. Ce sont les duplex drive. Les ingénieurs militaires britanniques, sous la direction du général anglais Percy Hobart, ont inventé une jupe imperméable qui entoure l'engin également doté d'hélices. Une fois la jupe flottante relevée et les hélices du char mises en route, le véhicule peut atteindre la vitesse de 4 nœuds, par temps calme. Mais ce 6 juin, le temps n'est pas au beau fixe. Et l'opération sur Juno ne va pas se passer pour le mieux. Natif de Caen, Frédéric Jeanne est historien. Il a écrit un ouvrage de référence sur la 7e brigade canadienne en Normandie. Frédéric, comment se déroule le débarquement sur la plage de Juno? À cause des problèmes inhérents à la mise en place des premières vagues d'assaut dues à la forte houle, le débarquement est retardé de 10 minutes sur les 2 plages. Donc à Courseulles-et-Grès, ici, le débarquement aura lieu à 7 h 45 et sur Bernières et Saint-Aubin, il aura lieu à 7 h 55. Ce qui inquiète le commandement canadien et la Royal Navy, c'est que la marée monte, les obstacles sont déjà en partie recouverts et ça risque d'occasionner énormément de pertes au niveau des barges. Et il y a un second niveau, c'est le retard des chars duplex drive. Qui doivent appuyer les Canadiens lorsqu'ils débarquent en première vague. Exactement. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas être largués à 7 km des plages comme prévu. Ils doivent s'approcher.
Et en approchant les embarcations, ils se mettent à portée de tir des canons allemands. Et malgré toutes ces contraintes, les Canadiens réussissent véritablement à mettre le pied sur les plages et à s'accrocher pendant le début de cette journée du 6 juin. Bien sûr, le seul problème, c'est que le bombardement naval et les bombardements aériens n'ont pas touché les positions allemandes. Les Allemands sont toujours retranchés dans les blocos sur leurs positions. Et par exemple, ici, sur cette plage, les compagnies D et B du Winnipeg vont devoir débarquer à froid, comme le souligne le livre de marche du régiment. Les pertes vont être effroyables. Certains soldats sont touchés avant de mettre le pied sur la terre ferme. Sur 5 officiers, 4 sont rapidement meneurs de combat. Sur 127 hommes débarqués de la compagnie, seuls 27, au bout de 2 heures de combat et à la suite de la prise des blocos, seront toujours debout. Des pertes qui sont assez effroyables. Pratiquement 80%. Ce ne sont que des actes héroïques qui vont permettre de percer le mur. Les soldats qui vont réussir à pénétrer dans les tranchées, dans les bunkers. Au bout de 2 heures, le mur de l'Atlantique est percé par l'infanterie, mais aussi grâce à l'appui des chars blindés, des quelques chars blindés qui vont réussir à débarquer sur cette plage, qui sont au nombre de 7, sur un total presque une vingtaine. Ouais. Une fois cette mission réussie, finalement, il ne reste plus qu'à consolider finalement la tête de pont sur les plages de Juneau et de rentrer dans les terres, forcément. Effectivement, les renforts vont arriver, d'autres unités blindées vont arriver. Le problème, c'est que la congestion sur les plages et sur les sorties de plage est telle que les véhicules n'arrivent pas à débarquer correctement. Les sorties de plage ne sont pas forcément toutes sécurisées non plus. Les Canadiens vont continuer à progresser pour arriver sur la Oak Line, qui est le tronçon de la voie ferrée entre Carpiquet et Puteaux-en-Bessin. Puteaux-en-Bessin qui est aussi la jonction entre la 3e division d'infanterie canadienne et la 50e division d'infanterie britannique. C'est l'objectif de cette journée du 6 juin. C'est l'objectif. Le but pour les Canadiens est de s'implanter donc à 15 km dans les terres, de se retrancher, d'implanter les bataillons canadiens en forteresse pour briser la contre-attaque allemande qui est prévue dans les jours à venir. Les divisions Panzer sont en train de monter et les Canadiens doivent tenir la ligne et briser l'élan allemand pour éviter d'être rejetés à la mer. Que les troupes ne soient pas bloquées sur les plages, ou pire, rejetées à la mer dès les premières heures de l'assaut, voilà l'obsession de l'état-major allié. Il faut éviter le fiasco du 22 janvier 1944, le débarquement sur un petit port non loin de Rome, Anzio. 110 000 soldats américains se sont retrouvés bloqués sur les plages 3 heures seulement après y avoir débarqué. Il leur faudra des semaines de combats acharnés avant de rompre l'encerclement. Pour éviter qu'un tel désastre ne se produise sur les côtes françaises, il faut que les troupes débarquées sur les différentes plages fassent leur jonction, pour opposer un front unique aux possibles contre-offensives allemandes. Toutes les brèches doivent donc être comblées au plus vite. La tête de pont doit être solide. Mais au soir de la première journée de combat, les objectifs fixés sont bien loin d'être atteints. Sur les 5 villes qui devaient être prises au soir du 6 juin, Sainte-Mère-Église, 40 ans, Isigny-sur-Mer, Bayeux et Caen, seule Sainte-Mère-Église est tombée. Dans la journée du 6 juin, les forces canadiennes se sont enfoncées de 12 km dans les terres. Elles ont atteint les villages de Pierrepont, Quesnay, Anizy et les faubourgs de Villon-les-Buissons. Mais l'un des objectifs principaux de la journée, l'aérodrome de Carpiquet, est encore à plus de 5 km. Des chars canadiens du 1er Hussards ont contrôlé en fin d'après-midi une portion de la route Caen-Bayeux, mais dépourvus de soutien, ils ont été obligés de se replier. Le sort de l'opération Overlord va se jouer au cours de la dizaine de jours suivant l'assaut des Alliés sur les plages normandes. Les Allemands ont du répondant. Ils peuvent diriger rapidement vers la Normandie une vingtaine de divisions stationnées dans un rayon de 250 km autour de la tête de pont. Ils disposeront alors d'une supériorité numérique qui pourrait leur permettre de rejeter les Alliés à la mer. Hitler répète à son état-major « En aucun cas, nous ne devons tolérer que le débarquement allié dure plus de quelques jours, sinon quelques heures. » Les Allemands ne parviendront pourtant pas à mobiliser toutes leurs troupes. Comment expliquer que les Allemands ne soient pas parvenus à bloquer les Alliés sur les plages? Alors ça s'explique par plusieurs raisons. La 716e division allemande qui tient la côte dans ce secteur n'est pas d'une forte valeur combattante. Elle est composée de Osttruppen, qui sont les unités d'anciens prisonniers de l'armée rouge passés dans l'armée allemande. Ils ont réussi à contenir l'assaut pendant quelques temps, mais la division ne peut pas se mesurer à une telle déferlante. Les Allemands auraient pu aussi envoyer des renforts pour essayer d'empêcher la pénétration des Alliés à l'intérieur même des terres. Alors les renforts, oui, ce sont les divisions de Panzer qui sont dans les terres, mais les Panzer ne peuvent être envoyés que sur ordre d'Hitler. Les états-majors allemands sont aussi bloqués par cette décision.
Certains veulent monter, d'autres ne veulent pas. Les colonnes allemandes ne montent que par route et elles sont harcelées toute la journée par la chasse alliée. Les Air Force et la RAF attaquent les colonnes blindées. Et les ralentissent. Et les ralentissent, donc ils ne peuvent avancer que de nuit principalement. Ce sont des troupes aguerries. Alors, la Panzerlehr en partie, oui, ce sont des cadres qui sont issus de l'école de la Panzertruppe. La 21e Panzer est déjà aux prises avec les Britanniques au nord de Caen et elle est composée de soldats qui ont combattu avec Rommel en Afrique du Nord. La 12e SS, elle est composée pour 65% de la division de jeunes soldats qui vont prendre 18 ans cette année. C'est la Hitler-Jugend. La jeunesse hitlérienne. Ouais. Ce sont presque des enfants. Certains disaient que les officiers ne leur distribuaient pas de cigarettes, mais des bonbons à la place. Les Britanniques et les Canadiens vont rapidement surnommer cette division la Baby Division. À partir de là, pour les Canadiens, la bataille de Normandie débute. La bataille de Normandie débute. Il faudra tenir la Oak Line et défendre coûte que coûte la voie ferrée et le terrain gagné face aux contre-attaques. Dès le 7 juin au matin, la 3e division canadienne reprend sa marche en avant. Les hommes de la 7e brigade d'infanterie se dirigent vers la route nationale numéro 13, reliant Caen à Bayeux. Le Royal Winnipeg Rifle s'installe à Putot-en-Bessin. Le Regina Rifle entre sans combat dans Bretteville-l'Orgueilleuse. Dans le même temps, la 9e brigade canadienne avance à l'est. Les Highlanders du North Nova Scotia, appuyés par les chars du 27e régiment, entrent dans Buron et abordent Auty, en direction de Carpiquet. Au moment même où ils pénètrent dans les terres, ce 7 juin 1944, les Canadiens ignorent toujours qu'un ennemi redoutable est en train de marcher sur eux. Les avant-gardes de la 12e Panzer SS Hitler-Jugend arrivent dans le secteur. Le 6 juin, les Waffen-SS, placés en état d'alerte depuis le matin même, ont fait mouvement vers le nord-ouest en direction de Caen. Leurs instructions sont simples, rejeter l'ennemi à la mer. Cette division SS est notamment composée d'un régiment de blindés équipé de 150 chars Panther et Panzer IV, de 2 régiments de Panzer Grenadiers, d'un régiment d'artillerie équipé de canons de 105 et 150 mm, d'un groupe de reconnaissance monté sur des semi-chenillés SDKFZ, d'un bataillon de DCA muni du redoutable canon de 88 mm, d'un bataillon du génie et de différents détachements de soutien. À 10 h du matin, le 6 juin 1944, 2 bataillons de chars accompagnés des 26e et 25e régiments de Panzer Grenadier SS ont fait mouvement. Des éléments avancés atteignent la région de Lisieux à 15 h, mais ils reçoivent l'ordre de gagner les faubourgs ouest de Caen. Le chef de ce groupement, le colonel Kurt Meyer, s'installe à l'abbaye d'Ardennes. La plupart des soldats de la division Hitler-Jugend ne sont encore que des adolescents. 65% des hommes ont moins de 18 ans, 3% seulement, presque tous des officiers ou des sous-officiers, ont plus de 25 ans. Les meilleurs cadres de la Waffen-SS, tels Kurt Meyer, auquel ses exploits ont valu le surnom de Panzer Meyer, Meyer le blindé, ou le commandant du régiment blindé, Max Funch, ont été placés à la tête de ces unités. Ils arborent les plus hautes décorations et sont considérés comme des héros par leurs hommes. Les Waffen-SS de la 12e division sont plus que des soldats. Ce sont les combattants de la jeune garde, liés au sein d'une véritable Bruderschaft, une fraternité, partageant les mêmes valeurs. Domination de soi, esprit de sacrifice, obéissance absolue. Plus que toute autre unité d'élite de la Wehrmacht ou de la Waffen-SS, les hommes de la 12e division de Panzer SS ont appris à se montrer impitoyables au combat. Les jeunes loups du Führer vont avoir l'occasion de montrer leur détermination sans faille. Les différentes unités de la division vont arriver en ordre dispersé dans la zone de déploiement
durant les 24 heures qui suivent le débarquement allié. Dépourvues de toute couverture aérienne, les forces allemandes montant vers le front sont sans cesse mitraillées et pilonnées. Parmi la flotte alliée, un redoutable chasseur-bombardier, le Hawker Typhoon, dont les roquettes RP-3 vont faire des dégâts dans les colonnes blindées ennemies. Le commandeur de la Hitlerjugend, le Brigadeführer Fritz Witt, ignore encore tout des mouvements de l'ennemi. De folles rumeurs courent parmi les troupes allemandes, mais le moral reste bon. Le 6 juin, aux alentours de minuit, le chef du 25e régiment de grenadiers, Kurt Meyer, traverse en trombe Caen. Son Kampfgruppe, son groupe de combat, est le premier à atteindre la ligne de feu au nord-ouest de la cité normande. Loin derrière Meyer, le 2e bataillon du 12e régiment de blindés SS n'arrivera que le 7 juin au matin et avec seulement 50 chars. Quant aux panthères du 1er bataillon, à court de carburant, ils se sont perdus sur la rive est de l'Orne. Bien qu'éprouvés par de lourdes pertes en hommes et en matériel, les unités de la Hitlerjugend constituent avec la 21e division de Panzer de la Wehrmacht les seules forces à même de lancer une contre-attaque à l'ouest de Caen. Elles disposent notamment de l'un des meilleurs blindés de la Seconde Guerre mondiale, le Panther, dont le canon de 75 mm est capable de percer le blindage frontal d'un char Sherman à plus de 1000 mètres, alors qu'un Sherman ne peut percer le blindage frontal d'un Panther au-delà de 300 mètres. La plaine à l'ouest de Caen va constituer un terrain d'engagement idéal pour les engins blindés. Les soldats canadiens vont avoir fort à faire face au char Panther, un blindé qui n'a aucun équivalent lors de son apparition sur le front de l'Est au mois de juillet 1943. Passionné par les chars d'assaut depuis sa plus tendre enfance, Joris Fareux connaît bien cet engin, considéré par beaucoup de spécialistes comme l'archétype des chars modernes. Joris, ce char Panther, c'est un petit peu la star de la Seconde Guerre mondiale pour le grand public. Dans quelles circonstances a-t-il été conçu par les ingénieurs allemands? Les Allemands ont dû concevoir ce char après leur entrée sur le territoire russe en 1941, parce qu'ils se sont retrouvés confrontés à un adversaire jusque-là qu'ils ne connaissaient pas, le T-34. Le T-34 est un engin disposant d'un blindage incliné, ce qui lui permet de réduire l'épaisseur de son blindage tout en offrant la même protection. Donc ça lui fait un gain de poids et donc de mobilité exceptionnel. Face à ce nouvel adversaire, ils ont dû reprendre les études sur les planches à dessin et créer un char capable de rivaliser avec le T-34. Donc, quels sont ses atouts à ce char-là? Eh bien, ce char reprend exactement la même configuration de blindage que le T-34, le blindage incliné, de manière à pouvoir réduire son poids, ce qui permet à ce char d'atteindre des vitesses de 45 km/h sur route et de plus de 20 km/h en tout terrain. Il a également des chenilles très larges, de manière à augmenter sa manœuvrabilité dans les terrains difficiles. Très maniable finalement, très efficace. Et sa puissance de feu, quelle est-elle? Eh bien, il dispose d'un 75 mm à haute vélocité qui est capable de venir à bout de tous ses adversaires et à des distances très convenables, au-delà des 2000 mètres. C'est donc un char qui est très puissant, qui est très mobile, mais est-ce qu'il a des zones de faiblesse? Est-ce qu'il a des défaillances? Alors effectivement, son blindage, pour ne pas alourdir le char, n'est que de 50 mm sur le latéral, et ce qui peut permettre aisément à un char allié, surtout dans le bocage normand où on peut avoir des distances d'engagement très courtes, de perforer sa cuirasse. Donc en fait, il était vulnérable sur les flancs. Oui, tout à fait. Le 7 juin 1944 au matin, le colonel Kurt Meyer, commandant du 25e régiment de Panzer grenadiers, monte au sommet de l'une des tourelles de l'abbaye d'Ardenne. Il découvre un spectacle édifiant. Il écrira plus tard « Une vraie surprise. Le paysage qui s'offre à moi jusqu'à la mer ressemble à un bac à sable, comme on en utilise à l'instruction. Sur le littoral règne une grande activité. Des navires se balancent sur l'eau les uns à côté des autres. D'innombrables ballons de barrage protègent cette armada contre les attaques aériennes. Précaution bien inutile, car on n'aperçoit pas d'avions allemands. » Et pour cause, les Alliés sont les maîtres du ciel. Dans la seule journée du 6 juin, leurs avions d'attaque et d'appui en vol
ont effectué près de 10 000 sorties contre moins de 400 pour les Allemands. Le 7 juin, vers 10 h du matin, les premiers blindés allemands se rassemblent autour de l'abbaye d'Ardennes. Ce sont des Panzer IV. Ces chars, malgré la faiblesse de leur blindage, mais dotés d'un canon de 75 mm, se sont vite avérés être de véritables destructeurs de blindés. Les Panzer se dissimulent sous les couverts. Kurt Meyer a placé 2 compagnies de chars sur chaque flanc et déployé ses unités d'artillerie bien en arrière. Il va tendre un piège à l'avant-garde des forces canadiennes de la 9e brigade qui fonce vers le sud et le hameau de Franqueville, au bord de la route nationale 13, non loin de l'aérodrome de Carpiquet. Les Canadiens progressent en toute confiance. Ils sont bien équipés et parfaitement entraînés. À 11h50, le gros des forces canadiennes s'empare de Buron. À 13h, le village d'Auty est atteint. À la même heure, les unités blindées les plus avancées sont à Franqueville. La N13 est atteinte. L'aérodrome de Carpiquet n'est pas loin. L'objectif n'est plus qu'à quelques centaines de mètres. Le scénario, échafaudé et répété depuis des mois, se déroule comme prévu, pas pour longtemps. Mathieu Masson est passionné par les combats de la 9e brigade canadienne en Normandie, sur lesquels il est en train de boucler un ouvrage. Mathieu, ici, on n'est pas trop loin de la N13. Pourquoi tu m'as amené particulièrement dans ce champ-là? Tout simplement, ici, c'est le point extrême de l'avancée canadienne le 7 juin. C'est là, à 13 h, que l'avant-garde canadienne est frappée durement par l'attaque de la Panzer Division SS Hitlerjugend, directement sur leur flanc, à peine 500 mètres de là. Les combats sont vraiment acharnés ici. Là, on est vraiment sur le lieu vraiment de combat extrême. Les Panzers ont progressé dans la plaine pour balayer justement l'avancée canadienne qui était complètement isolée. Ils ne pouvaient rien faire, malheureusement. À 13h30, ce 7 juin 1944, les premiers obus tombent sur l'avant-garde canadienne. Un premier char est touché de plein fouet. Il s'embrase puis explose. Un second, puis un troisième sont atteints à leur tour. Certains équipages périssent dans les flammes, d'autres sont mitraillés sans pitié. Le vacarme est assourdissant. Pour faire face à la fureur de l'assaut, les fantassins s'enterrent. Mais il est déjà trop tard. Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, Kurt Meyer a tendu un piège aux Canadiens qui se dirigeaient vers l'aérodrome de Carpiquet? Tout à fait. De nombreux témoins ont justement dit que Kurt Meyer, avec son état-major, a préparé cette attaque comme une sorte de grand bac à sable, comme il l'a appris durant ses études à l'école des officiers. Et à ce moment-là, les Canadiens vont refluer, ils sont stoppés. L'avant-garde est stoppée. Il fallait coûte que coûte protéger Carpiquet. En fin de compte, nous sommes dans le ventre mou du mur de l'Atlantique. Il y a très peu de résistance dans les villages. Les Canadiens qui sont très entraînés, ils ont répété le scénario de cette avancée en Angleterre. Et ils sont tout près de l'objectif. C'est quasiment une course. Ils sont en vue de l'objectif. Et au dernier moment, ils se prennent l'assaut des SS sur leur flanc et à découvert dans la plaine. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les 11 chars de reconnaissance sont détruits. Le char qu'on voit derrière nous, du régiment de tanks canadien. Il y avait un char ici. Voilà, le César qui est juste là, qui était venu justement à la rescousse pour aider l'avant-garde, mais il était pris sous le feu, il se fait détruire. Et petit à petit, les unités d'infanterie qui accompagnent les chars sont isolées dans la plaine. Ils se positionnent en forteresse, en hérisson, comme une sorte de carré, comme le dernier carré de Waterloo. Et malheureusement, ils se font balayer un par un. Les Allemands ont repris tout le territoire que les Canadiens avaient pris pendant la journée. Et au dernier moment, l'officier de marine qui accompagnait les Canadiens arrive à joindre les croiseurs anglais pour demander un soutien d'artillerie. Pris par surprise, les Canadiens refluent vers les villages d'Auty et Buron. L'artillerie alliée entre dans la danse. Depuis la côte, un cuirassé, le HMS Rodney, apporte son soutien avec ses puissantes pièces de 380 mm. On dit souvent que les combats à Buron étaient dignes de la Première Guerre mondiale. Ah oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui, tout à fait. Pendant près d'1 mois, les combats ont duré. Mais tiens, Serge, je voulais te montrer cette maison. Elle porte encore tous les stigmates du conflit. Tout ça, ce sont des impacts. Voilà, des impacts de balles, des éclats d'obus. Parce que lors de la libération, les Canadiens avaient très peur des tireurs embusqués allemands. Ouais. Et donc, arroser copieusement la moindre fenêtre. Et il y a beaucoup de maisons comme ça dans Buron. J'aurais bien te dire qu'il y en a beaucoup. Malheureusement, beaucoup seulement ont été rasés pendant les bombardements. Buron a été libéré le 7 juin, mais malheureusement a été repris par les Allemands au soir du 7 juin.
La 9e brigade canadienne vient de subir une lourde défaite. 21 chars ont été détruits. Les Highlanders du North Nova Scotia ont perdu 242 hommes, dont 84 tués et 128 prisonniers. Certains sont conduits à l'abbaye d'Ardenne, QG du colonel Kurt Meyer. Ils n'en sortiront pas vivants. Ici, on est dans des lieux vraiment chargés d'histoire, Mathieu. Oui, lourdement même. Dans ce petit jardin paisible, c'est ici que 18 soldats canadiens ont été exécutés. Nous sommes juste derrière l'état-major régimentaire de la SS. Ils ont été enfermés dans la bergerie qui est juste derrière nous, là. Et après avoir été appelés un par un, ont été amenés ici, puis exécutés froidement d'une balle dans la tête. Ensuite, les Allemands les ont enterrés ici, dans ce petit parc. Et les corps n'ont été retrouvés qu'à la fin de la guerre, atrocement mutilés, bien sûr. Et c'est grâce justement au parterre de fleurs qui a été remué après la guerre que les propriétaires du jardin ont découvert les corps un par un. Est-ce qu'on sait pour quelles raisons les Waffen-SS de la Hitlerjugend pratiquaient ce genre d'exécution sommaire? Oui, les grenadiers qui servaient dans ce régiment, c'était des jeunes grenadiers. Ils avaient à peine 18 ans cette année-là. Les cadres venaient du front de l'Est et avaient connu les horreurs de ce front. C'est pour ça qu'ils ont voulu aguerrir leurs jeunes grenadiers en leur montrant comment on exécutait les prisonniers et pour leur montrer qu'il n'y avait pas de quartier. Ouais, le mot d'ordre ici, c'est vraiment pas de quartier. Pas de quartier avec l'ennemi, tout à fait. Ici, à l'abbaye d'Ardenne, ces premières exactions, le 7 et le 8 juin, sont finalement les premières d'une liste beaucoup plus importante. Tout à fait. Ici, c'est un lieu emblématique. Mais il y a eu 168 soldats canadiens qui ont été exécutés dans tout le secteur. Ça fait quasiment 1 sur 6. 20% des soldats canadiens faits prisonniers ont été exécutés par la SS. Ces actes de barbarie à Buron, Auty et à l'abbaye d'Ardenne sont les premiers d'une longue liste d'exactions commises par les grenadiers de la Hitlerjugend. Mais ces massacres n'arrêtent pas les Alliés. Et lorsqu'ils en ont l'occasion, les Canadiens se vengent horriblement. La terrible spirale de la violence est enclenchée. Entre le 7 et le 8 juin 1944, les Alliés ont mis à terre 475 000 hommes, tandis que dans le même temps, 131 500 soldats allemands seulement rejoignaient la Normandie. Si elle veut rejeter son ennemi à la mer, la Hitlerjugend, dès que des renforts lui parviennent, va devoir frapper vite, fort et ne rien lâcher. C'est ce qu'elle va faire dans un autre secteur. L'offensive allemande va se déplacer vers l'ouest. La ligne de front n'est pas encore bien définie. Les Canadiens de la 7e brigade d'infanterie tiennent Secqueville-en-Bessin, Puteaux-en-Bessin, Bretteville-l'Orgueilleuse et Noré-en-Bessin. Le 8 juin à l'aube, la Hitlerjugend et la Panzerlehr attaquent Puteaux-en-Bessin. Les compagnies A, B et C du Royal Winnipeg Rifle leur font face. Donc tout ça, ça a été trouvé ici dans le champ. Oui, le casque a été trouvé une dizaine de mètres derrière nous. Donc on voit clairement qu'un SDKFZ dans ce michnier allemand a roulé dessus. Ça montre aussi la violence des combats. Ouais. On a aussi, et là, la dague dite de commando britannique, qui était en dotation dans les unités canadiennes juste avant le 6 juin, distribuée à tous les soldats. Et on trouve ça ici, à même le terrain. On trouve ça à quelques centimètres. Celle-là, j'ai dû la trouver à 5 cm du sol.
tout ce qu'on a trouvé est généralement impacté ou abîmé déjà à l'époque. Le fait de trouver autant de choses d'ailleurs sur le terrain, ça montre à quel point les combats ont été violents le 8 juin sur Puteaux-en-Bessin. Les Alliés attendaient, surtout dans ce secteur-là, une contre-attaque allemande. Ils s'installent sur la ligne, le commandant du bataillon dispose ses compagnies le long de la voie ferrée, donc, en mettant une compagnie en réserve derrière. D'accord. À la différence du commandant du Regina qui, lui, installe ses compagnies en forteresse autour du village. D'accord. Et le problème, c'est que les compagnies sont trop espacées ici. Donc, le QG du bataillon se trouve dans une ferme dans le village. La compagnie A est excentrée ici. Des éléments de la compagnie A sont en jonction avec les Britanniques dans la forêt qui se trouve à côté de nous. D'accord. La ligne est trop lâche. Ouais. Les Allemands essayent de percer plusieurs fois frontalement. Ils sont à chaque fois repoussés. Et le 8 juin, à l'aube, donc ils arrivent à prendre les compagnies sur le côté, à faire un mouvement de faux et à encercler tout le bataillon. Et ils réussissent à les encercler? Ils réussissent à encercler la compagnie A, la compagnie B, la compagnie C. Le QG a juste le temps de se replier vers la compagnie D. Et donc en fait, c'est plus de la moitié du bataillon qui a déjà durement été éprouvé le 6 juin qui se retrouve au tapis. Soit tué, soit capturé, soit gravement blessé. Et là, on est vraiment en zone de combat. La terre est encore noire. On a trouvé beaucoup de pièces dans ce champ-là. Toutes les pièces sont retournées, fracassées, percées par des impacts, par des balles, tout impactées. Et on retrouve du matériel encore. À mon avis, on trouvera du matériel pendant très longtemps. Même le sol, ouais. Tiens. Ah. Regarde ça. Au moment où tu en parles, voilà, moi je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas l'identifier. Enfin, ce qu'il en reste. Un fusil allemand. Un fusil allemand. Trouvé, voilà. C'est dingue. Au moment où on en parle, c'est incroyable. Ouais, ça prouve vraiment que les combats ont été particulièrement durs ici. Beaucoup de matériel perdu égale beaucoup de... Il ne reste plus qu'à aller nettoyer ça pour le mettre au musée. Exactement. En soirée, une contre-attaque des hommes du Canadian Scottish Regiment, appuyé par un formidable barrage d'artillerie, dessert les taux ennemis sur Puteaux-en-Bessin, mais la bataille va durer toute la nuit. Les pertes sont lourdes. Au soir du 8 juin 1944, le Royal Winnipeg Rifle a perdu environ 300 hommes, dont 105 tués. Les compagnies A, B, C sont presque inexistantes. La B ne compte que 6 survivants. 200 hommes ont été faits prisonniers. 24 d'entre eux, appartenant à la compagnie A, sont conduits au château d'Audrieux. Les jeunes Waffen-SS du groupement de reconnaissance de la Hitlerjugend, dirigé par Gert Bremer, ordonnent aux Canadiens de retirer leurs casques et de mettre les mains derrière la tête. Ils sont fouillés avec brutalité. Des papiers sont conservés, le reste est jeté au sol. Les gardes récupèrent les paquets de cigarettes. Certains prisonniers sont conduits auprès de Bremer pour être interrogés sans ménagement. Puis l'officier allemand donne l'ordre de les exécuter dans les sous-bois. Le colonel de la Hitlerjugend, Kurt Meyer, ne renonce pas. Dans la nuit du 8 au 9 juin, il va mener un assaut d'envergure au centre du dispositif canadien. 2 compagnies de chars Panther soutenues par une compagnie de Panzergrenadiers SS vont attaquer Bretteville-l'Orgueilleuse, quartier général du Regina Rifle Regiment. La nuit va être un véritable enfer. Le 8 juin, en fin d'après-midi, les jeunes SS de la compagnie de reconnaissance du 25e régiment de Panzergrenadiers se préparent. Parmi eux, le mitrailleur Otto Funk, qui a fêté son 18e anniversaire le 6 juin, jour du débarquement. Ce soir, c'est sûr, ils vont attaquer. Ce sera leur baptême du feu. Il est presque 20 heures. Le colonel Kurt Meyer leur lance. Nous attaquons, et demain à l'aube, nous nous reverrons sur les bords de la Manche. Salut, camarades. 25 chars Panther grondent dans le crépuscule. Une centaine d'hommes va les accompagner. Ils disposent d'une importante puissance de feu en armes légères, dont 18 MG42, qui peuvent tirer plus de 1300 coups par minute, et dont le système d'alimentation a servi de modèle à des armes plus modernes, comme la M60 américaine
ou la mitrailleuse belge Minimi. Les abords du village de Bretteville se transforment en champ de bataille. Les Canadiens attendent l'ennemi de pied ferme. Un premier char est touché par un canon anti-char de 57 mm. Frédéric, est-ce qu'on peut imaginer l'intensité des combats tout autour de Bretteville et dans Bretteville dans la nuit du 8 au 9 juin 1944? Ce qui se passe, c'est que le village d'Euro a été laissé par les Regina. Ils le prennent le 7 au matin, ils sont contre-attaqués par la 12e SS. Le colonel du régiment, le colonel Matheson, ordonne à sa compagnie D de rentrer dans le village pour se servir de Bretteville comme une forteresse. Parce que la ligne de chemin de fer se trouve juste là. Il faut la tenir absolument. Et les Allemands, à ce moment-là, décident d'attaquer, de reprendre Bretteville l'Orgueilleuse. Les Allemands décident bien sûr de ne pas rester sur Rho, de contre-attaquer directement sur la route nationale et de lancer tout de suite les chars dans la bataille pour repousser immédiatement les Canadiens qui ne disposent pas forcément de moyens adéquats pour les repousser. Et c'est un véritable coup de poing de la part des Allemands? Ils essaient tout de suite d'attaquer, ils prennent les unités qui sont disponibles, ils n'attendent pas tout le monde et ils partent directement à l'attaque. Et les combats tout autour de Bretteville sont très intenses? Les combats, oui, sont très intenses. Les chars attaquent de nuit. Donc pour les Canadiens, c'est la première fois qu'ils vont affronter ces grands engins blindés allemands. La première compagnie, la compagnie B, qui va prendre de plein fouet l'attaque, va avoir énormément de pertes. Et les Panthères vont même arriver près des trous des Canadiens, faire des mouvements à l'équerre pour enfoncer les trous et tuer les soldats qui sont à l'intérieur. Et ils vont essayer immédiatement de pénétrer dans le village. Et est-ce qu'ils parviennent à pénétrer dans le village? Le Panthère, le 418, entre dans le village. C'est une petite rue étroite. Et les Canadiens vont essayer de le bloquer immédiatement pour éviter qu'il ne transperce complètement les lignes. Deux chars Panthères pénètrent dans le bourg et foncent dans la grande rue. Ils parviennent à mi-chemin de l'église, près du carrefour principal, juste après la ferme de la famille Denis, où s'est installé le poste de commandement canadien du lieutenant-colonel Matheson. La situation est grave. La compagnie qui couvrait les approches de Bretteville a été submergée. Il est minuit passé. Un soldat canadien, Joe Lapointe, tapi dans l'obscurité, voit approcher deux énormes monstres d'acier. Mais il ne panique pas. C'est ici que le sort de la bataille s'est joué. Nous sommes dans la rue principale de Bretteville. Les deux chars Panthères viennent de rentrer dans le village. Ils tirent avec leur mitrailleuse de coque, avec les canons. Ça mitraille absolument de partout. D'ailleurs, on peut encore voir les stigmates sur le fer de la grille. Ça, ce sont des impacts de balles? Impacts de balles et des éclats d'obus. Ouais. Et c'est ici que se tenait Joe Lapointe avec son Piat. Le Piat, pour Projector Infantry Anti-Tank, est l'arme anti-char en dotation chez les troupes britanniques depuis la fin du mois d'avril 1943. Une arme efficace, mais particulièrement désagréable à employer. La roquette était propulsée par une tige, poussée par un énorme ressort. En le percutant, la tige allumait la charge du projectile. Le ressort se réarmait théoriquement après le tir. Dans la nuit du 8 au 9 juin, Joe Lapointe arme, tire, fait mouche. Il est le premier soldat allié à avoir détruit un Panthère en Normandie. Donc en fait, le Panthère détruit par Joe Lapointe se trouve juste devant nous. Exactement là? Juste là. Vers 4h30 du matin, ce 9 juin 1944, tout est fini. Les Allemands décident de se replier sur leur position de départ. Bretteville-l'Orgueilleuse reste aux mains des Canadiens. Les Allemands ont perdu 3 chars, un semi-chenillé et 152 hommes. Les pertes canadiennes s'élèvent également à 150 hommes.
Alain Beaufils avait 13 ans en 1944. Il vit désormais à Caen, ville martyre de Normandie, reconstruite après la guerre. Mais natif de Bretteville-l'Orgueilleuse, il a vécu cette nuit du 8 au 9 juin 1944. Monsieur Beaufils, vous êtes natif de Bretteville-l'Orgueilleuse. Oui, j'y suis né en 1931. Quelle est l'ambiance dans le village quand les Canadiens y arrivent? Est-ce que vous avez des souvenirs de Parfaitement. ça? Les Allemands qui habitaient notre maison avaient creusé une tranchée dans des terrains de mes parents, tout près de la maison, et nous avions passé les premières heures du 6 juin et le matin du 7 juin dans cette tranchée-là. Et vers midi, il y a quelqu'un qui nous appelle, c'était un voisin qui dit « Monsieur Beaufils, ils sont arrivés !» Ah bon? Alors on est sorti de là, et avec mon père et d'autres gens, on est partis vers l'église. Et là, on a découvert des Sherman, il y en avait 2 ou 3, et des Canadiens qui faisaient leurs toilettes sur le char avec des cuvettes et de l'eau chaude que les habitants leur avaient portées. Ils ne parlaient pas un mot de français, ça ne facilitait pas. Et puis, ils avaient des instructions de se méfier des Français. Parce qu'avec les Français, on ne savait pas qui en avait affaire. À des vieux patriotes ou bien avec des gens qui étaient partisans de l'Allemagne. Les Canadiens faisaient toutes les maisons de Bretteville pour voir s'il n'y avait pas des Allemands de cachés. Et arrive toute une équipe de Canadiens dans notre maison en demandant s'il y avait des Allemands. Et les Canadiens étaient là, baïonnettes au canon. Et en plus, ils avaient posé leurs fusils sur le bord de la fenêtre, face à la plaine, comme si les Allemands devaient arriver d'une minute à l'autre. C'était pas rassurant. Et parmi eux, il y avait un Indien. Mais je l'ai reconnu du premier coup, ça collait très bien avec mes BD. La peau cuivrée, des cheveux magnifiques, des cheveux noirs corbeaux magnifiques, et puis un profil noble, c'était extraordinaire. Et alors, ils demandent, on comprend qu'ils veulent visiter la maison à côté de la nôtre, qui était de la maison de mes grands-parents, alors absents. Eh bien, il a fallu que maman aille leur faire visiter cette maison, marchant devant eux, baïonnette dans le dos. Juste après le débarquement, dans les jours qui suivent, le 7, le 8, le 9, tout autour de Bretteville, il y a quand même des combats qui restent relativement violents. Mais d'une certaine façon, nous n'en savons rien. On a entendu autour de la commune beaucoup de tirs parce qu'apparemment les Canadiens ne manquaient pas de munitions et ils tiraient dans tous les fourrés, même s'il n'y avait pas d'Allemands. L'attaque allemande, mais tout ça on l'a appris après, s'est faite par l'extrémité venant de Caen. Et c'était le soir. Quel souvenir vous avez du haut de vos 13 ans de cette nuit? Une grande curiosité. Et à cause de la sérénité de mon père, pas de frayeur. Mais cette absence de frayeur, c'était de l'inconscience. Des obus nous passaient au-dessus de la tête en grand nombre. Le souvenir que j'en ai, c'est un grand bruit, lointain, du côté de l'église, c'est-à-dire à 1 kilomètre de notre maison. Et puis cet embrasement rouge ciel, à un moment donné, on se dit il se passe quelque chose. À l'aube du 9 juin 1944, les jeunes SS de la Hitlerjugend se replient pour se réorganiser et panser leurs blessures. Mais ils sont loin d'avoir dit leurs derniers mots. Dans la matinée du 9 juin, 12 charpentiers fraîchement arrivés sur le secteur quittent le village de Raux. Leur destination, Noret-en-Bessin. Vers midi, ils se rassemblent au centre de la Villeneuve, à Raux. Les grenadiers SS du 25e régiment accompagneront cette opération coup de poing. Vers midi, ce 9 juin 1944, 2 correspondants de guerre allemands se rendent sur les lieux où ils réalisent quelques clichés devenus incontournables. Le grenadier SS Otto Funk, qui a fêté son 18e anniversaire le 6 juin 1944, pose, les traits tirés. Ses compagnons d'armes sont tout autour de lui. Quelques instants plus tôt, le commandant du régiment de Panzer, Max Wunsch, a fait irruption au guidon d'un sidecar. À ses côtés, Osthoff von Ribbentrop, fils du ministre et commandant de la compagnie de chars Panther, qui a pour mission d'attaquer Noret-en-Bessin. À 1 kilomètre de Noret-en-Bessin, les 12 chars Panther obliquent légèrement vers le sud pour aborder le village.
Ce que les équipages ignorent, c'est que les défenseurs de Norée possèdent 2 canons anti-chars d'un modèle considéré comme le meilleur de la Seconde Guerre mondiale, le QF-17 Pounder ou 17 Pounder, une pièce de calibre 76 mm capable de percer le blindage de presque tous les blindés allemands. Alors que les Panzers avancent à découvert, ils offrent leur flanc droit à une nouvelle menace. 9 blindés canadiens du Fort Garry Horse sortent de Bretteville l'Orgueilleuse et tirent aussitôt sur les Panzers de tête. Les Panthers sont surpris en rase campagne par les Sherman, dont un Firefly, dont les canons de 76 mm soutiennent largement la comparaison avec ceux des blindés du Troisième Reich. En quelques minutes à peine, 6 Panthers sont détruits. La 3e compagnie perd 17 hommes. La Hitlerjugend vient de subir un nouveau revers. Mais les généraux allemands n'ont pas abandonné l'espoir de lancer une grande offensive de blindés pour rejeter les Alliés à la mer. Le 9 juin, dans l'après-midi, le commandant en chef des Panzers du front de l'Ouest lance une grande opération depuis son quartier général du château de la Quenne, au sud-ouest de Caen. L'attaque concertée devrait commencer le 10 juin à 23 h. Elle concernera la 21e Panzer Division, acculée à la défensive au nord de Caen, la division Panzerlehr, qui vient d'entrer en lice au sud de Bayeux, et la 12e Panzer SS Hitlerjugend, placée au centre du dispositif. Mais cette offensive n'aura jamais lieu. Le 9 juin 1944, 3 jours après le débarquement, l'emplacement de l'état-major du groupe Panzer Ouest a été révélé au service de renseignement britannique grâce au décryptage d'un message de communication allemand. Le 10 juin 1944, un raid aérien est mené par 40 Typhoon, armés de roquettes RP-3, attaquant à basse altitude en 3 vagues successives, et par 61 bombardiers Mitchells, qui lâchent des bombes de 220 kg à 4000 mètres d'altitude. 18 membres de l'état-major sont officiellement morts dans l'attaque, dont le chef d'état-major lui-même. Le commandant du groupe Panzer est blessé. Le quartier général n'est plus opérationnel et se retire sur Paris. Cette attaque éclair vient de détruire l'unique structure de l'armée allemande, capable de coordonner les mouvements d'un grand nombre de divisions mobiles. Au soir du 9 juin, les hommes du Regina Rifle Regiment restent retranchés dans Norée-en-Bessin, mais le village n'est plus qu'un champ de ruines. Finalement, Frédéric, malgré la virulence des contre-attaques allemandes, le village de Norée-en-Bessin a réussi à tenir. Effectivement, le village est une véritable épine dans le pied des Allemands. Les différentes composantes de la compagnie de Stu sont disséminées dans le village et suivent plusieurs contre-attaques, certaines faibles. C'est la très forte contre-attaque du 9 juin est repoussée. Les Canadiens se sont accrochés au village véritablement. Ils se sont accrochés au village pour ne pas avoir à se replier sur Bretteville et devoir reprendre le village et suivre de nouvelles pertes. En fait, ils ont voulu dès le début garder le village, qui a énormément gêné les Allemands, qui a divisé les forces des Allemands. Et contre toute attente, la compagnie s'est vraiment accrochée aux ruines du village qui a été détruit au fur et à mesure. Le village a vraiment été détruit. Ah oui, pratiquement été complètement détruit. Est-ce que le fait que les Canadiens parviennent à s'accrocher à ce village de Norée-en-Bessin, ça leur permet par la suite de contre-attaquer dans le secteur? Ce village va servir de ligne de départ pour la future attaque du Mini-Patrie qui est lancée le 11 juin dans la matinée, mais qui va permettre au commandement de s'adapter et de reprendre une sorte d'initiative sur les Allemands. En fait. 2 offensives sont lancées le 11 juin 1944 sur les villages de Rau et du Ménil-Patrie. La prise de ce premier village, tenu par une compagnie du 26e régiment de grenadiers SS et quelques chars, a été confiée aux Sherman du 1er Hussard et aux fantassins des Queen's Own Rifle. L'accueil est violent. Les Panzer IV et les canons anti-chars dissimulés derrière les meules de foin ouvrent un feu d'enfer. Les grenadiers surgissent des champs de blé, armés de Panzerschreck et de Panzerfaust. Les chars Sherman s'enflamment les uns après les autres. C'est la débandade. Avec 150 tués et 37 chars détruits, l'échec prend une allure de désastre intégral. Heureusement, les opérations se déroulent mieux à Rau, même si le village est partiellement détruit durant les combats.
Frédéric, la contre-offensive canadienne s'est plutôt mal passée au Ménilpatrie. Est-ce qu'elle se passe mieux à Rho? Oui, ça se passe mieux, l'attaque est bien mieux planifiée. Les chars canadiens du Fort Garriors sont en appui du 46e Royal Marines Commando, donc une unité britannique. Ils partent à 8 km d'ici, à Taon. Ils prennent le village de Taon, ils prennent le village de Roselle, avant d'arriver dans le village de Rho en début de soirée. Ils se heurtent immédiatement à l'infanterie SS, avec 2 canons anti-chars et à des éléments de la 4e compagnie de Panthère. Les Allemands sont donc bien retranchés dans le village. Ils sont retranchés dans le village puisque si Rho cède, les Anglo-Canadiens ont pratiquement accès directement à la route nationale et à l'aérodrome de Kerpic. Les combats vont donc être très rudes ici aussi. Les combats vont être très rudes à partir du moment où le Fort Garriors, donc l'unité canadienne, investit le village. Plusieurs chars se trouvent sur cette place. Un Panthère arrive juste là derrière nous. Dans la ruelle qui se trouve là. Exact. Et il détruit en quelques secondes 3 Sherman et un véhicule de reconnaissance un peu plus bas sur la place. Les combats vont durer jusque tard dans la nuit. Il y a un combat de chars qui se déroule dans le village. Et le problème, c'est que les commandos britanniques n'ont aucune arme anti-char. Ils sont obligés de se battre contre l'infanterie tout en évitant les chars, mais ne peuvent absolument pas les attaquer. Les Canadiens vont perdre 13 chars en tout, et plusieurs hommes. Les commandos anglais vont avoir aussi de très lourdes pertes qui resteront les pertes les plus importantes pour eux pendant la campagne de l'Ouest, jusqu'en 1945. Et ils parviennent quand même à reprendre du terrain aux Allemands? Ils reprennent tout le village de Rho aux Allemands. Les Canadiens et les Britanniques vont réussir à se stabiliser au niveau de la mairie de Rho, et le front va se stabiliser ainsi jusqu'au 26 juin, soit 15 jours plus tard. Avec la stabilisation du front, justement, on peut dire que la mission des Canadiens est remplie et puis surtout, ils ont réussi à faire face à la contre-offensive de la Hitlerjugend. Bien sûr, le village de Rho devait être pris pour stabiliser le front en vue d'attaquer l'ouest de la ville de Caen, qui reste le verrou principal pour le général Montgomery. Les unités canadiennes vont pouvoir prendre un peu de repos et éviter surtout que Bretteville et Puteaux ne soient de nouveau attaqués par les jeunesses hitlériennes et former ainsi une plus grande base pour les futures opérations. Finalement, on peut considérer que le bilan pour les Canadiens, au bout d'une semaine de combat, à l'issue de leur débarquement sur la plage de Juno, est très positif. Les positifs, ils n'ont pas rempli tous les objectifs, puisque Caen devait être pris le 6 juin. Mais les objectifs initiaux du 6 juin sont pris 6 jours plus tard. Et les Canadiens ont fait leur travail en repoussant les contre-attaques des jeunesses hitlériennes. Maintenant, une autre bataille débute, je suppose, c'est celle de la prise de Caen. Ouais, la bataille de Caen va débuter, mais le front va se stabiliser pendant au moins 15 jours. Les Canadiens ont été durement éprouvés et il va falloir envoyer des renforts et préparer les troupes et l'arrivée d'autres divisions pour pouvoir attaquer au sud. Entre le 11 et le 17 juin 1944, le front est enfin stabilisé. La tête de pont alliée a tenu. La Hitlerjugend n'a donc pas rejeté les assaillants à la mer. Les Canadiens tiennent encore et toujours leur position. Bon nombre de jeunes Waffen-SS ont été faits prisonniers pendant les combats. La guerre est finie pour eux. Certains ont été froidement abattus. Décidément, les deux adversaires ne se sont fait aucun cadeau. Le 15 juin, des grenadiers du 25e régiment reçoivent la croix de fer dans la cour de l'abbaye d'Ardenne. Malgré leur visage juvénile, ce ne sont plus des enfants. Ils se battent depuis près de 10 jours et beaucoup de leurs camarades sont tombés devant eux. Combien vont encore mourir? La Hitlerjugend, comme bon nombre de divisions allemandes, va être littéralement décimée. Le 14 juin, une salve d'obus de marine s'abat sur le poste de commandement du Brigadeführer Fritz Witt. Le commandant de la 12e SS est tué sur le coup. Kurt Meyer prend sa succession. Il sera fait prisonnier par les résistants belges le 6 septembre 1944. Les Canadiens, eux, ont bien mérité de leur patrie. Plusieurs centaines sont tombés dans les 5 premiers jours après le débarquement. Beaucoup d'autres tomberont encore. Montgomery voulait prendre Caen le premier jour de l'opération Overlord. La ville ne tombera définitivement que le 20 juillet 1944. À cette date, entre 2000 et 3000 habitants auront perdu la vie. En 78 jours de combat, 600 000 obus vont ravager la cité normande, la transformant en champ de ruines, en ville martyre. Beaucoup d'autres localités en France et en Allemagne connaîtront le même sort
avant que le conflit ne soit définitivement terminé. Pour l'heure, la Seconde Guerre mondiale continue.